Alors bonsoir à tous. Je vous prie de m'excuser, je suis arrivée 5 minutes en retard, du coup j'ai pas pu déposer mon diaporama, je crée le petit, le petit flottement technique, c'est de ma faute. Donc je remercie le laboratoire Nature Veda de m'avoir conviée ce soir à discuter d'un sujet qui est un peu original, qu'on ne voit pas souvent abordé sous cet angle-là. Qui est d'essayer de comprendre. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions, hein, tout ne va pas être clair, vous allez le voir, mais c'est d'essayer en tout cas de comprendre et de voir déjà, est-ce que les hormones, elles ont une influence sur la douleur ou est-ce que la fluctuation hormonale n'impacte absolument pas la douleur. Donc tout d'abord, pour pouvoir vous parler d'hormones, il faut qu'on parle du système endocrinien et de l'endocrinologie, ce gros mot qui est souvent écorché, mais qui veut dire la science de la sécrétion interne, donc endocrinologie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est le système qui regroupe une bonne dizaine d'organes et d'amas cellulaires. Des fois, ce n'est pas toujours que des organes, c'est aussi des amas de cellules au sein d'un organe qui vont communiquer entre elles via des hormones qu'elles sécrètent, qu'elles fabriquent. Et donc, vous pouvez le voir, il y en a un certain nombre qui sont très connus, qu'on connaît très bien, comme la thyroïde, le pancréas, les ovaires, les testicules. Mais il y en a d'autres qui sont aussi fondamentales et qui ont vraiment un rôle énorme dans tout l'équilibre hormonal de notre corps. Ça va être notamment l'hypophyse, qui est un gros commandant de bord qu'on a. C'est une petite glande qui est appendue au niveau de notre cerveau. Alors, je n'ai pas pris le pointeur, donc hop, qui est appendue au niveau du cerveau, ici, à ce niveau-là. Et cette hypophyse, elle va fabriquer beaucoup d'hormones qui vont aller envoyer des bons de commande auprès de d'autres organes. Donc l'hypophyse va aller commander la thyroïde, l'hypophyse va aller commander vos glandes surrénales, les ovaires, les testicules. Et voilà, donc il faut vraiment se dire que l'endocrinologie, c'est les hormones, c'est quelque chose de très dynamique, c'est quelque chose qui communique et qui le rend donc très complexe. Donc les hormones, vraiment, qu'est-ce que c'est? Donc je commençais à l'aborder, mais c'est des messagers chimiques et les organes ou ces amas de cellules endocrines vont libérer les hormones dans la circulation sanguine. Donc il y a quand même, ça faut le retenir aussi, un passage de nos hormones par le sang pour ensuite aller vers un autre organe cible, vers d'autres cellules cibles. Et donc une fois que ces hormones vont aller se fixer sur les cellules cibles, eh ben, elles vont aller modifier l'activité de ces cellules, l'activité de ces organes. Et donc, il y a plein de fonctions qu'on connaît très bien, qui sont fondamentales. Ça va être notamment la croissance, avec l'hormone de croissance, tout bêtement, le nom a été très bien choisi. La reproduction, donc les ovaires, les testicules, mais comme je vous ai dit, l'hypophyse communique avec les ovaires et les testicules. Donc, les problématiques de reproduction, d'infertilité ne vont pas forcément dépendre seulement de nos ovaires et de nos testicules, mais peuvent aussi venir de choses plus centrales au niveau de notre hypophyse. Donc, on voit la complexité dans laquelle on peut se retrouver. Et également, une maladie très connue, le diabète, qui va également être, dans un certain type, mais j'y reviendrai plus tard, être dépendant d'une hormone fondamentale également, c'est l'insuline, qui est fabriquée par notre pancréas. Donc voilà, on voit que plein de fonctions, la croissance, le développement, la reproduction, également la régulation de la température, l'équilibre hydrique, le fait d'aller uriner ou de ne pas aller uriner. Tout ça aussi, c'est également régulé par une hormone qui est fabriquée par notre hypophyse, qui est l'hormone antidiurétique. Si on nous met dans un désert sans eau, on n'urine plus grâce à cette hormone antidiurétique qui va être fabriquée. Donc on voit là aussi que s'il y a un dérèglement et que les gens n'ont plus d'hormones antidiurétiques, ce qui s'appelle le diabète insipide, eh ben, ils vont uriner, uriner, uriner et potentiellement se déshydrater et ça peut amener à plein de complexités. Donc,
Voilà, je voulais juste vous brosser un petit peu un tableau de ce qu'est l'endocrinologie, les hormones, le système endocrinien, tout ça, c'est un peu synonyme. Donc aussi, pour comprendre ce qui vient après, mais ça a été un petit peu évoqué par mes collègues, le système endocrinien, c'est très dynamique et c'est très finement régulé. Il y a un mot d'ordre, donc je ne me suis pas présentée, en plus je suis désolée, docteur Olabé, donc je suis médecin endocrinologue, mais je fais également une thèse comme le docteur Massian en biologie santé. Et l'endocrinologie, c'est très finement régulé et on a toujours une phrase, les médecins endocrinologues, c'est on recontrôle. On est toujours à vouloir recontrôler si l'anomalie qui a pu être trouvée dans une prise de sang, eh ben, on va la retrouver sur une deuxième prise de sang. Parce que c'est tellement régulé et tellement dynamique que parfois, ben, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu une anomalie et puis on recontrôle dans un contexte plus posé, moins stressé, dans de meilleures conditions et en fait, tout va bien. Donc vraiment très dynamique, finement régulé et il y a un système de communication et de rétrocontrôle. Donc si on prend notre thyroïde, classique, problème qui touche beaucoup de gens, comme je vous l'ai dit, l'hypophyse va venir communiquer avec notre thyroïde. Mais notre thyroïde va aussi communiquer avec notre hypophyse. Et par exemple, si on a un dérèglement de la thyroïde, si on a un dérèglement de la thyroïde, qu'on appelle hypothyroïdie, donc notre thyroïde, à un moment donné, elle va se mettre à dysfonctionner et à ne plus fabriquer suffisamment d'hormones thyroïdiennes. Donc, on est en hypothyroïdie. Et bien ça va envoyer un message à notre hypophyse qu'on appelle un rétrocontrôle positif. Ça va dire, ouh, hypophyse, il faut que tu te réveilles, il faut que tu envoies des bons de commande, il faut absolument que la thyroïde travaille plus fort. Donc, ça va faire augmenter la TSH, qui est une autre hormone impliquée dans la régulation et le fonctionnement de la thyroïde. Et cette TSH, il faut imaginer vraiment ça comme un bon de commande. L'hypophyse fabrique cette TSH qui va aller commander à la thyroïde de fabriquer la T4 et la T3, qui sont les hormones thyroïdiennes actives. Donc, ma thyroïde décide de partir en vacances, elle arrête de fonctionner, rétrocontrôle positif, l'hypophyse se réveille, elle envoie plein de TSH qui va aller stimuler notre thyroïde pour pouvoir réaugmenter le taux d'hormones au niveau thyroïdien. Donc là, on voit le rôle de ce rétrocontrôle qu'on appelle positif. Mais on peut avoir l'effet inverse. Parfois, la thyroïde, elle s'emballe. Elle se met à dysfonctionner dans l'autre sens. Elle fabrique trop d'hormones thyroïdiennes, ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie. Et dans le cas de cette hyperthyroïdie, on va avoir beaucoup trop d'hormones thyroïdiennes, et là, ça va envoyer un holà à l'hypophyse en lui disant surtout arrête d'envoyer des bons de commande, ça déborde, on a trop d'hormones, il faut freiner les choses. Et pour ça, eh bien, la TSH va diminuer et on va arrêter de fabriquer de la TSH. En arrêtant de fabriquer de la TSH, eh bien, on va moins stimuler notre thyroïde et du coup, les hormones thyroïdiennes diminuent. Tout ça, c'est quand ça fonctionne bien. Après, je pense que vu la fréquence des problèmes thyroïdiens, dans l'assemblée, il doit y avoir des gens qui m'écoutent et qui ont ces problèmes et qui me disent, moi, ça ne marche pas comme ça. Ben oui, des fois, ça dysfonctionne et la régulation ne se fait plus. Donc voilà un peu la mécanique du système endocrinien. Et alors, est-ce que toutes ces sécrétions hormonales peuvent influencer nos douleurs? Déjà, il y a une chose qui est quand même assez impressionnante dans ce papier qui est une étude très large qui a regardé dans 52 pays différents, donc vraiment dans les différents continents avec les différentes populations. On a pu le voir tout à l'heure qu'avec la migraine, en fonction du continent et de nos origines, on n'a pas, et de nos habitudes alimentaires et de tout plein de choses, on n'a pas forcément la même expression des maladies. Eh bien, on voit qu'en Europe, la douleur chronique, selon cette étude, il y a plein d'autres chiffres, mais selon cette étude, elle touche quand même 34% de la population, donc c'est quand même pas négligeable. On est de nombreuses personnes à souffrir quand même. Et moi, je m'intéresse aux hormones, donc forcément, il y a une question qui me titille. Les hommes et les femmes. Alors,
je ne vais pas rentrer dans des débats féministes, mais vraiment d'un point de vue biologique, après on est égaux en loi, mais d'un point de vue biologique, vous allez voir que on reste quand même assez différents. Et donc, sommes-nous vraiment égaux face à la douleur, les hommes et les femmes? Eh bien, pas vraiment. Dans cette étude, ils voient que les femmes, elles ont 2 fois plus de risques d'appartenir au groupe de douleur. Donc, les femmes, nous serions 2 fois plus à souffrir au cours de notre vie par rapport aux hommes. Donc, je résume vulgairement, 2 salles, 2 ambiances. Pourquoi je dis 2 salles, 2 ambiances? Parce que si on regarde les hormones qui nous différencient le plus, chez les hommes, la testostérone, comment ça se passe? Comment se passe la sécrétion de testostérone? Eh bien, les pulsatiles, ils ont plein de petites stimulations comme ça qui vont avoir une fabrication de testostérone. Quand on le regarde de près, quand c'est zoomé, on les voit, ces petites pics. Mais quand on regarde ça de loin et qu'on lisse ça sur un mois, là, il y a 20 jours, eh bien, ça reste assez constant. Ça reste vraiment dans une tranche qui est constante avec une petite variation interne, mais qui ne se ressent pas à l'échelle globale. Chez les femmes, c'est pas la même chose. Vous voyez, c'est la même échelle. Là, on est sur 28 jours, là, on est sur 20 jours. Eh bien, chez les femmes, ça part dans tous les sens. Et bon, c'est ce qui fait qu'on ovule, c'est ce qui fait qu'il y a la reproduction, qui ne se passe pas tout le temps, c'est pas tout dans l'espèce humaine en tout cas. Et je vais surtout insister sur cette hormone-là qui est représentée en très plein, qui sont les œstrogènes. Et on voit que nos œstrogènes, ils sont plutôt bas en début de cycle, et puis ils vont monter, 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 monter pour avoir un effet déclencheur au niveau de l'ovulation avec la LH, et ensuite ça va rediminuer en deuxième partie de cycle. Donc, on devine facilement que ça ne peut pas se passer exactement de la même manière chez les hommes et chez les femmes quand on voit à quel point on est vraiment différent sur la fluctuation hormonale. Donc, quel est le rôle de ces œstrogènes vis-à-vis de la douleur? Je ne vais pas pouvoir amener des réponses très claires, très carrées, mais ça sera pour vous montrer des pistes et pour déjà lever le voile sur le fait que oui, on n'est pas égaux et oui, on peut avoir des rapports à la douleur qui sont différents, mais pas parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un homme, mais parce que biologiquement, on a des hormones, les femmes que les hommes n'ont pas et inversement. Donc les oestrogènes sont-ils nos ennemis ou nos amis vis-à-vis de la douleur? Eh bien, il se trouve que ces oestrogènes, au-delà de leur rôle indispensable dans la reproduction, ils ont un rôle quand même à des points clés le long de la voie de la douleur. Donc, pour ceux qui ont suivi les confs depuis le début, je vais revenir un peu sur ce que mes collègues avaient dit. C'est les mêmes types de petits schémas. J'ai une douleur au doigt, je me suis planté un clou. Hop, j'ai le message douloureux qui va être transmis à ma moelle épinière, puis hop, qui va remonter au niveau du cerveau. Eh bien, on se rend compte que les oestrogènes, ils ont un impact tout le long de cette voie de la douleur. Au niveau de la première étape, eh ben, ils moduleraient déjà la transmission. Au niveau de la moelle épinière, le nombre de récepteurs, parce que les oestrogènes, comme je vous l'ai montré au tout début, c'est une hormone. Et l'hormone, on a vu qu'elle venait se fixer sur un récepteur pour ensuite avoir son action sur la cellule ou sur l'organe. Eh bien, le nombre de ces récepteurs, il change avec le changement des niveaux d'oestrogènes au cours du cycle menstruel. Donc, plus on a de récepteurs, plus potentiellement on peut avoir d'œstrogènes qui se fixent dessus, et plus potentiellement l'effet des œstrogènes peut être important, et inversement. Donc on voit que ça déjà, ça peut moduler les choses. Et au niveau du cerveau, pareil. Les récepteurs aux œstrogènes, eh bien, on remarque qu'ils sont bien plus présents dans les régions qui modulent la perception de la douleur. Donc, déjà, ça peut lever le voile sur une première chose, c'est que, oui, les œstrogènes ont quand même un rôle dans la douleur. Pas très clair, vous allez le voir, mais ils sont là quand même pour quelque chose. Donc,
Je vais faire des petits échos forcément aux 2 précédentes thématiques. Je vais certainement dire des bêtises parce que je suis moins spécialiste que mes collègues et notamment au niveau, de cette première donnée. Donc moi, j'ai dû rester dans les années 70, je pense, vu ce que disait le docteur Massian tout à l'heure. Mais bon, globalement, l'idée, ah non, mais c'est parce que moi, c'est supérieur à 40 ans. C'est ça la subtilité. Donc, moi, la donnée que j'amène, c'est pas les 60% qui sont des femmes, c'est que 80% sont des femmes de plus de 40 ans. Et moi, ça m'intéresse parce qu'une femme, en fonction de l'âge qu'elle a, c'est pas la même chose vis-à-vis de ses œstrogènes. Donc, il y a un point commun à toutes ces situations où la douleur chez la femme la femme fibromyalgique, va être plus importante. Ça va être la période prémenstruelle, donc juste avant les règles. Pendant la grossesse, ça va être surtout le dernier trimestre de la grossesse. Et ensuite, ça va être pendant la ménopause. La fibromyalgie, plus on vieillit, plus elle atteint de gens et plus il y a de douleur. Donc, on voit là un point commun qui est que toutes ces périodes, tous ces événements, c'est quand les œstrogènes sont bas. Prémenstruel, juste avant les règles, c'est là. C'est les premiers jours de notre cycle et en effet, on voit qu'on est au plus bas des œstrogènes. Dernier trimestre de grossesse, pareil, et la ménopause, ben oui, nos œstrogènes se cassent la figure. Donc, il y a l'air d'avoir un effet dose de ces œstrogènes. Bon. Si on regarde la migraine, il est rapporté par les femmes migraineuses que la sensibilité à la migraine, à la douleur, aux crises, l'intensité, tout ça varie tout au long du cycle menstruel. Et dans les études, on retrouve que la douleur, les crises seraient les plus importantes autour de la période de menstruation. Donc pareil, on retombe un peu sur cette période-là. Ce qui est quand même un peu différent, et c'est là qu'on voit que ça se complique et que tout n'est pas blanc ou tout noir, le docteur Shrivastava disait tout à l'heure qu'à la ménopause, la migraine, ça va un peu mieux. Et à la ménopause, les œstrogènes, ils sont au tapis. Donc, ma conclusion, elle est à modérer. Mais en tout cas, pendant la vie menstruelle, pendant la vie reproductive de la femme avant la ménopause, c'est vraiment dans cette période-là prémenstruelle que les crises seraient les plus importantes et les plus invalidantes, quand les œstrogènes sont bas. Donc, c'est très difficile de faire la part des choses entre les hommes, les femmes, quel est l'impact des hormones chez les uns, chez les autres. Je suis tombée sur une étude très intéressante et c'est vrai que c'est un modèle d'étude qui est dans la réversion, pas parfaite, parce qu'un homme reste un homme, une femme reste une femme, mais il y a quelque chose d'intéressant dans cette étude italienne qui s'est intéressée à des patients transsexuels. Et donc, ils ont pris en compte des personnes, donc un homme qui veut devenir une femme au niveau biologique et ou une femme qui veut devenir un homme. Donc, c'était des personnes qui ont reçu un traitement hormonal depuis au moins 1 an. Donc, ça ne fait pas 2 semaines qu'ils prennent leur traitement. Et basiquement, quand un homme, j'ai simplifié, hein, c'est bien plus complexe que ça, va y avoir le retrait des testicules, va y avoir plein d'autres choses qui peuvent être faites dans tout ce parcours de changement de sexe. Mais en tout cas, là, ce à quoi on s'est intéressé, c'est qu'un homme qui veut devenir une femme, on va lui administrer des œstrogènes et des progestatifs, un peu comme la pilule contraceptive. Mais là, à viser de faire ressortir les caractères sexuels d'une femme, donc la poitrine et diminuer la pilosité et tout ça. Et inversement, une femme qui devient un homme, on lui administre de la testostérone. Et donc, ils avaient pour objectif bien précis d'évaluer l'apparition de douleurs chroniques chez ces personnes transsexuelles sous traitement hormonal. Et on voit déjà une première chose, c'est que
les hommes devenant des femmes, donc sous œstrogène et progestérone, avant qu'on leur administre des hormones, on voit déjà que ça ne souffre pas beaucoup chez les hommes. Hein. Voilà, ils sont 94% sans douleur chronique, la chance. Et seulement 6% rapportent des douleurs chroniques avant traitement. Donc, quelles étaient ces douleurs? On retombe quand même souvent sur les mêmes, hein, les céphalées et les douleurs musculo-squelettiques. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que après avoir pris les hormones féminines, œstrogène et progestérone, eh bien, ils passent de 6% à 23% à être avec des douleurs chroniques. Et quelles sont ces douleurs chroniques? Pareil, des céphalées, des douleurs musculo-squelettiques, mais également des douleurs mammaires au niveau de la poitrine. Et ce qui est également intéressant, c'est que dans les 6%, ceux qui sont restés douloureux, eh bien, ils disent que les douleurs qu'ils avaient avant de prendre les hormones, eh bien, elles sont pires. Elles ont augmenté en intensité et ils sont encore plus douloureux qu'avant. Par opposition, ah oui, et aussi, ils disent que les épisodes de douleur aiguë, parce que là on est dans la douleur chronique, mais la douleur aiguë est plus fréquente et plus longue. La perception de la douleur aussi, elle arrive plus tôt, ils perçoivent la douleur plus vite, plus facilement, ils se sentent plus sensibles. On revient dans ces notions de sensibilisation à la douleur et de seuil, de niveau. Et ils disent que voilà, leur tolérance à la douleur, elle est franchement diminuée par rapport à avant. A contrario, si on regarde, je vois les visages, ouais, oui, c'est les femmes qui prennent de la testostérone pour devenir des hommes, elles étaient dans 53% des cas, 53% de la population douloureuse, et il n'y en a plus que 7% sous testostérone qui sont douloureuses. Donc là, quand même, il y a un effet assez frappant. Les douleurs des 53% de femmes avant traitement, c'était des céphalées. Et parmi ces patientes qui avaient des céphalées avant de prendre de la testostérone, il y en a 60% qui ont eu une amélioration de leur céphalée avec la testo, 30% qui sont stables et seulement 10% qui connaissent une aggravation. Mais 10% quand même. Donc encore, ce n'est pas magique. Et dans les 7% qui ont une apparition de douleur après prise de testostérone, on retombe sur les céphalées et les douleurs musculo-squelettiques. Donc quand même, il y a quelque chose qui se passe avec ces hormones sexuelles. Il y a quand même, moi, quelque chose qui me frappe l'œil, c'est que du côté femme devient un homme, on voit que la chute, elle est hyper importante. Mais du côté homme devient une femme, je me serais attendue à quelque chose d'un peu plus élevé. Et c'est là qu'on voit que ce n'est pas qu'une histoire d'hormones et de prise d'hormones, mais c'est aussi à qui et sur qui on donne. Parce que certainement que les hommes n'ont pas les mêmes mécanismes exactement que les femmes vis-à-vis de l'administration des œstrogènes. Et que quand on donne des œstrogènes à un homme, ça ne va pas faire exactement la même chose et avoir exactement les mêmes effets que les œstrogènes ont sur une femme. Donc, hommes et femmes, sommes-nous inégaux face à la douleur? Un peu quand même. Hein. Donc, ces fameux récepteurs aux œstrogènes, ce qui ressort dans les études, c'est que ça serait des stimulateurs du système nerveux. Donc, on revient à cette relation-là de couple où on pique, on pique, on pique, on pique. Et les œstrogènes, c'est un peu ça, quoi. Ils viennent titiller. J'ai dit tout à l'heure que c'était des modulateurs sur toute la voie de la douleur et dès la première étape. Et en effet, les récepteurs des œstrogènes, on les retrouve sur la peau, dans le derme, dans l'épiderme. Donc forcément, ça peut venir moduler notre perception et notre sensibilité à la douleur. Il modifie aussi les capacités des nerfs périphériques, ça revient un peu à la même chose. Et ça va peut-être parler à certaines personnes qui travaillent sur la migraine, mais les récepteurs aux œstrogènes, quand il y a l'œstrogène qui vient se fixer dessus, ça induit la production de TRPV1 au niveau du tissu mammaire. Donc,
Et le TRPV1, c'est quelque chose qui va créer de la douleur. Donc là, on peut comprendre pourquoi chez nos hommes tout à l'heure, quand ils ont commencé à prendre des œstrogènes, eh bien, on voit qu'après traitement, il y a des douleurs mammaires qui sont apparues. Et bien, c'est très certainement suite à la fixation de ces œstrogènes sur ces récepteurs au niveau de la peau du tissu mammaire. Et voilà, on voit que c'est pauvre à côté. Le récepteur aux androgènes, donc la testostérone, bah, ça inhibe le système nerveux. Donc, on est plutôt protecteur vis-à-vis de la douleur. Donc, pour conclure sur cette partie hormones sexuelles, la conclusion, c'est les œstrogènes, les données, elles peuvent être un peu contradictoires. Parce que tout à l'heure, on parlait de niveaux très bas d'œstrogènes qui pourraient être déclencheurs de migraines, déclencheurs de douleurs plus importantes chez les patients fibromyalgiques. Mais là, dans l'étude avec les transsexuels, c'est des hormones qui sont données plutôt à des taux assez stables. Donc, parfois, quand c'est stable, c'est moins douloureux. Parfois, quand c'est bas, c'est plus douloureux. Donc, l'idée générale, et ça déjà, le docteur Srivastava en avait parlé, c'est l'idée de la fluctuation. Ce qui a l'air d'avoir l'effet négatif des œstrogènes, c'est les grandes fluctuations et les montagnes russes qu'on peut avoir dans le cycle menstruel chez les femmes. Donc voilà, pourquoi des fois, à certaines périodes du cycle, ça peut être quelque chose qui est contre la douleur et quelque chose qui est pro-douleur. Mais j'ai mis un point d'interrogation parce que ça ne reste pas blanc ou noir et carré carré. Et à contrario, la testostérone, c'est assez quand même démontré que ça a un effet vraiment antalgique contre la douleur. Et les pistes de mécanisme, c'est que on revient à ces idées de seuil et que la testostérone, elle augmenterait le seuil de la douleur. Donc, pour commencer à avoir une douleur et ressentir la douleur, il faut monter beaucoup plus haut en intensité de douleur. Je ne dis pas par là que l'homme est plus fort que la femme, je ne dirais jamais ça. Mais bon, là, je suis vraiment sur la biologie pure. Et aussi, effet antalgique, donc un effet qui atténuerait la douleur. Donc, pour suivre les études, ça c'est toujours des conclusions, mais tant qu'on ne répond pas clairement à des questions, il faut continuer d'explorer. Donc, voilà pour les hormones sexuelles, c'était quand même un peu mon gros morceau parce que c'est ce qui nous différencie le plus, c'est ce qui nous accompagne aussi beaucoup au quotidien et qui est là de toute manière fréquente. On a tous des œstrogènes, de la progestérone, de la testostérone. Après, parmi les autres hormones, notamment les hormones hypophysaires, il y en a certaines qui peuvent avoir un impact sur la douleur. Et notamment, on a, j'aime beaucoup ce petit mot, pro-opiomélaноcortine, je trouve ça très mignon, c'est une grosse protéine qui va être coupée en plusieurs choses et qui va être à l'origine de l'endorphine, cette hormone du bonheur. Eh bien, cette endorphine, ça a été montré que c'était un puissant antalgique et c'est comme les opioïdes, donc la morphine et tout ça qu'on peut prendre en antalgique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand on a un processus inflammatoire, donc quand on a de l'inflammation dans notre corps, eh bien, il va y avoir une réponse, il va y avoir une libération d'endorphine. Donc cette endorphine, elle n'est pas libérée pour rien. Voilà, elle vient agir comme un antalgique. On a également, au niveau de l'hypophyse, l'ACTH. Et cette ACTH, c'est elle qui va aller stimuler notre surrénal pour que notre surrénal fabrique du cortisol. Donc le cortisol, peut-être comme ça vous dit rien, mais la cortisone, ça doit plus vous dire quelque chose. La cortisone, c'est le médicament, c'est l'hormone de synthèse qu'on fabrique et qu'on donne. Mais le cortisol, c'est ce qu'on fabrique nous naturellement. Et donc l'ACTH, au niveau de l'hypophyse, c'est comme la TSH. C'est le bon de commande qui va dire à notre surrénal de fabriquer du cortisol. Eh bien, on voit qu'elle est différente en fonction des situations et qu'on voit souvent une dérégulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire dans des syndromes de fatigue chronique, dans des syndromes de l'intestin irritable. Et
ce dérèglement, forcément, va aller plutôt dans le mauvais sens et dans une hypocortisolémie. Donc, on va manquer un petit peu de cortisol. Cortisol qui est comme la cortisone de synthèse, anti-inflammatoire et plutôt antalgique. Donc, on va avoir notre hypophyse qui est hyper réactive mais qui est inefficace. Et ce fameux rétrocontrôle que je vous ai expliqué au début, eh bien, même si le cortisol il est bas, le rétrocontrôle qui va dire fabrique plus d'ACTH, il ne va pas bien fonctionner et notre corps il va être résistant à ce rétrocontrôle. Et ça, c'est des choses qui sont retrouvées dans ces syndromes douloureux. Je vois que j'ai une diapo qui a sauté. Parce que ça me passe sur autre chose, autre hormone hypophysaire, j'en parlais tout à l'heure, l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, on en a besoin pendant l'adolescence, au moment vraiment pendant l'enfance-adolescence où on a notre pic de croissance. Après, une fois qu'on a atteint notre taille cible, on arrête de fabriquer de l'hormone de croissance. On a une toute petite sécrétion de base, mais qui est 3 fois rien. Eh bien, il y a certaines maladies, le gigantisme ou alors l'acromégalie, qui sont des situations où on a l'hormone de croissance qui est fabriquée en trop grande quantité. Eh bien, c'est des personnes qui vont avoir des douleurs articulaires, des douleurs abdominales, voilà, qui vont avoir de l'infiltration au niveau de la peau, avoir des douleurs au niveau de la peau. Donc, cette hormone de croissance, c'est pareil, dans des états pathologiques, elle peut avoir aussi un effet néfaste et promouvoir la douleur. Une autre petite glande toute mignonne, c'est la glande pinéale. Et cette glande pinéale, elle nous permet de passer de bonnes nuits. C'est elle qui fabrique la mélatonine. Et cette mélatonine, elle n'est pas inintéressante non plus. Et c'est là qu'on voit vraiment le rôle extrêmement important également du sommeil. C'est que la mélatonine, elle va augmenter la libération d'endorphines. Cette fameuse endorphine. Et la mélatonine, certaines études ont montré qu'elle pouvait être efficace contre les douleurs neuropathiques. Donc, quand on avait des lésions nerveuses, donc des coupures, des lésions au niveau de la moelle épinière, quand on a de la névralgie, donc c'est des douleurs qu'on peut avoir après avoir eu un herpès, et également dans la migraine, la mélatonine peut avoir un effet qui soulage. Et ça agit également comme un antioxydant, le fameux antioxydant, anti-vieillissement, mais on dit le sommeil, c'est réparateur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces syndromes douloureux comme la fibromyalgie, la fatigue chronique, le syndrome de l'intestin irritable, eh bien, lorsqu'on dose les taux de mélatonine dans le sang, ils sont anormalement bas. Et donc, il y aurait quand même un petit manque de cette mélatonine réparatrice, antalgique, voilà, antioxydante, et qui pourrait pas être l'explication de ces syndromes, mais quand même être un petit caillou supplémentaire dans la chaussure. Si on revient sur la thyroïde, eh bien, elle aussi, quand même, elle a son petit rôle sur la douleur. Les fameuses hormones thyroïdiennes actives, la T4 et la T3, elles auraient un rôle dans les syndromes de douleurs chroniques, maux de tête, arthrite, myopathie, fibromyalgie. On voit là aussi encore qu'il y a plein de choses qui seraient influencées par les hormones thyroïdiennes et elles moduleraient la perception de la douleur. Et notamment, ça serait plutôt le versant hypothyroïdie. Donc, ça serait le manque d'hormones thyroïdiennes qui nous rendrait plus sensibles à la douleur. Et aussi, une autre hormone moins connue qui est fabriquée par les hormones thyroïdiennes, c'est la calcitonine. Et cette calcitonine, elle aurait un rôle antalgique. Elle diminuerait l'inflammation et elle modulerait un petit peu la douleur au niveau du système nerveux central en agissant au niveau des récepteurs sérotoninergiques. Sérotonine qu'on revient avec, pareil, les effets croisés des antidépresseurs. C'est des choses qui se recoupent. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur les hormones. Et pour finir sur une pointe positive, en cette journée sur la douleur, est-elle toujours notre ennemi? Vous vous doutez bien que je vais répondre que non. Alors, je ne dis pas en ça que la douleur, c'est facile, absolument pas, mais c'est plus pour finir sur quelque chose qui vient toujours modérer. L'excès de douleur, c'est insupportable et c'est très dur à vivre, mais l'absence de douleur, eh bien, ça ne fait pas rêver non plus. Parce qu'en tout cas, dans le cas du diabète,
diabète, si vous ne l'aviez pas, hyperglycémie, donc le taux de sucre qui est trop élevé dans le sang. Eh bien, dans le cas du diabète, la douleur, elle est très importante. Donc, j'en profite juste pour faire une digression sur le diabète parce que je suis médecin endocrinologue, diabétologue et que c'est une petite sensibilisation que je me permets de faire au passage. Le diabète, comme je vous disais tout à l'heure, le sucre, il est régulé grâce à l'insuline qui est fabriquée par notre pancréas. Et en fait, comment elle va marcher, cette insuline? Elle va nous permettre d'ouvrir les portes de nos cellules pour que notre sucre, il passe du sang à la cellule. On mange le sucre, on le digère, ça passe dans le sang. Et pour que ça ne reste pas bloqué dans le sang, l'insuline vient ouvrir la porte et hop, le sucre, il peut aller nourrir nos muscles et nos organes. Donc, dans le cas du diabète de type 1, souvent des personnes jeunes, maladies auto-immunes, gros mots aussi des fois. Maintenant, à peu près tout le monde sait ce qu'est un anticorps grâce au Covid, mais parfois, au lieu de fabriquer des anticorps contre les agressions extérieures, on va fabriquer des anticorps contre nous-mêmes. Et c'est ça qu'on appelle les maladies auto-immunes, parce qu'on fabrique des auto-anticorps. Et dans le cas du diabète de type 1, eh bien, on fabrique des auto-anticorps contre les cellules du pancréas qui fabriquent de l'insuline. Donc, ces patients ne vont plus du tout avoir d'insuline. Donc, fini les petits bonhommes qui ouvrent les portes, pas de bonhomme qui ouvre les portes, eh bien, porte fermée. Et qui dit porte fermée, dit le sucre qui reste dans le sang et l'hyperglycémie. Et dans le cas du diabète de type 2, c'est différent. Les bonhommes, ils sont là, mais ils n'arrivent pas à ouvrir les portes. Les portes, elles sont complètement rouillées. Et du coup, c'est la résistance à l'insuline. Dans les deux cas, parmi les risques auxquels expose le fait d'avoir un diabète, il y a le risque de neuropathie diabétique. La neuropathie diabétique, ça peut entraîner une perte de sensibilité au niveau périphérique et notamment au niveau de nos pieds. Et donc là, c'est là où je veux en venir dans est-ce que la douleur est toujours notre ennemi? Eh bien, si j'ai plus mal aux pieds, que je mets ma chaussure et qu'il y a un caillou dedans, mais c'est véridique, il y a vraiment des gens qui ont passé une semaine avec une punaise, avec un caillou dans la chaussure et qui ne le sentent pas. Le problème, c'est que ça fait une plaie, que cette plaie, elle ne fait pas mal vu qu'on n'a plus de sensibilité, mais que cette plaie, elle va s'infecter et gna, 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 gna. Et c'est là qu'on arrive sur les tableaux horribles du diabète. Mais c'est pour vous dire que, et ça, je rassure aussi les gens, c'est dans des diabètes très évolués, très déséquilibrés, voilà, c'est pas chez tous les diabétiques, mais c'est pour vous montrer que cette perte de sensibilité, cette perte de signal douloureux, eh bien, elle peut jouer contre nous. Et de la même manière, on peut aussi, dans le diabète, perdre la sensibilité au niveau des nerfs de notre cœur. Et du coup, c'est souvent méconnu, mais un patient diabétique très, très ancien, qui a eu des gros déséquilibres, des choses comme ça, eh bien, il peut avoir cette perte de sensibilité. Et si ce patient fait un infarctus, il n'aura pas de douleur. Donc, voilà. C'était juste pour finir sur cette note de dire que la douleur, souvent ennemie, mais peut être notre ami et reste un signal important. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelques questions? Oui. Alors oui. Donc l'ACTH peut-elle être dosée? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et peut-elle être dosée? Elle doit l'être, notamment quand, quand on a des soupçons de dérèglement au niveau du cortisol. Parce que là, j'ai parlé du manque en cortisol qui se manifeste de plein de manières, avec de la fatigue très intense, des douleurs abdominales, des vomissements, des choses comme ça. Bien sûr, là, on va doser le cortisol et on va également doser l'ACTH pour savoir si le dysfonctionnement, il vient de notre surrénale qui est un peu feignante et ne fabrique plus de cortisol, ou est-ce que c'est notre hypophyse qui n'arrive plus à fabriquer les bons de commande. Donc oui, ça se dose. Ça se dose en laboratoire classiquement. Alors, intérêt de prendre de la mélatonine, si fibromyalgie, fatigue chronique, douleur neuropathique. Je me tourne vers le docteur Massian, qui peut-être saura répondre mieux à cette question. Moi, j'ai vu quelques éléments qui... Oui. Donc, je retranscris parce que je ne sais pas trop si ça a été bien entendu à distance du micro. Mais la réponse, elle fait écho à ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que
l'intérêt de la recherche sur les sous-groupes de patients fibromyalgiques, c'est que la mélatonine, il y a des études qui montrent qu'elle fonctionne, mais chez certains patients, pas chez tout le monde. Et c'est là qu'on revient vraiment à nous sommes des individus et chacun va avoir une expression différente des maladies. Moi, mon conseil, c'est tenter. Vous perdez rien. Vous perdez rien à essayer de prendre de la mélatonine en gardant en tête que c'est souvent des molécules qui mettent du temps à agir, hein, donc il faut parfois être un peu persévérant, quelques mois. Après, ça sera peut-être pas miraculeux, c'est peut-être, voilà, comme je disais tout à l'heure, un petit caillou dans la chaussure en moins et qui permet quand même peut-être de soulager un petit peu. Mais voilà, avec des réserves. Merci pour les remerciements, ça fait toujours plaisir. Et la mélatonine, on peut la doser? Alors oui, on peut la doser. Par contre, c'est quelque chose qui est moins fait en routine. C'est pas quelque chose moi, par exemple, quand je vais recevoir un patient, ça fait pas vraiment partie de ma batterie, d'hormones que je dose, classiquement. Mais oui, ça peut se doser également dans le sang et dans les urines, je pense. Et oui, une dame qui dit: «Avec une maladie d'Hashimoto, une fibromyalgie et migraine, il y a donc un lien évident». Eh bien, certainement que la maladie d'Hashimoto, qui crée plutôt une hypothyroïdie, vient pas aider. Donc après, j'imagine que vous êtes supplémenté par l'évothyrox et voilà, c'est vraiment, important que vous soyez, correctement supplémenté, et bien équilibré. Voilà.